Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Awaras TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Je vous rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube, likez et partagez. Le 12 décembre 2019, c'était l'élection, une élection présidentielle imposée par le pouvoir alors que le peuple algérien est dans la rue par des centaines de milliers depuis des mois. Une élection hélas qui se déroulera dans des conditions uniques, bureau de vote vide, rejet de cette élection jugée et définie par le peuple comme mascarade, boycott aux quatre coins du pays, mais aussi dans le monde entier par la diaspora. Abdelmajid Tebboune sera donc nommé, imposé au peuple algérien malgré son refus. Depuis, rien n'a changé. Un président orienté, dirigé, manipulé par un entourage, par une junte militaire, toujours la même, prêt à tout pour continuer à commander le pays comme il le souhaite dans ses propres intérêts. Hélas, un pouvoir, un régime qui souhaite continuer son chemin de dictature, maîtriser le peuple, dominer les Algériens et les Algériennes avec ses propres méthodes, censure, répression. Encore aujourd'hui, un peuple totalement laissé à l'abandon. On va y revenir avec nos invités. Absence de système de santé en pleine pandémie, d'éducation, pas d'emploi et au niveau social. Cela fera le 12 décembre prochain bientôt un an et rien ne change qu'Abdelmajid Tebboune est en place. Bien au contraire, toujours, on l'a vu tout au long de cette année, toujours autant de répression, des femmes et des hommes en prison, des journalistes enfermés tout simplement pour avoir fait leur travail. Un régime qui s'est précipité à imposer une réforme de la Constitution. Était-ce réellement une priorité? Et encore une fois, le peuple a répondu par un boycott général le 1er novembre dernier. Malgré un avenir incertain à plusieurs niveaux économiques, je vous le disais, social ou encore emploi et éducation, et bien évidemment santé avec cette pandémie qui s'aggrave de plus en plus et cette crise, eh bien le peuple est toujours uni et ne lâche pas ses objectifs. Daoula Madaniya Machi Askaria, le peuple veut l'indépendance, une Algérie libre pour y vivre dignement. Au programme donc de ce nouveau numéro de Microscope, nous reviendrons sur la situation sur la Covid-19. Une situation, hélas, sanitaire qui s'aggrave de jour en jour en Algérie. Chengriha, qui après censure et répression au sein des médias, souhaite d'une certaine manière, on y reviendra dans le cadre de ce séminaire, collaborer une autre manière, certainement de poursuivre la mainmise du pouvoir sur la presse et de lui donner encore moins de liberté. Puis la grande question actuelle, bientôt maintenant depuis un mois, où est le chef de l'État? Où est Abdelmajid Tebboune? Pourquoi cette disparition? Que se cache-t-il derrière cette désinformation? Le successeur est-il déjà nommé? Un président, donc un chef d'État totalement absent et le culte du secret qui continue. Le peuple, encore une fois, oublié. Donc quels sont les jours et les semaines à venir pour l'Algérie? La question ce soir que l'on se pose. Algérie, à quoi s'attendre? À quoi doit s'attendre le peuple? Pour en parler, j'ai en ligne avec moi Maître Zoubida Assoul, l'avocate et présidente de l'UCP. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Maître. Et normalement, j'ai aussi en ligne avec nous un confrère directeur donc, de Radio M et Maghreb et Émergent, Ihsan El Qadi. Oui, bonsoir. Il devrait être avec nous. Bonsoir, Zoubida. Bonsoir Ihsan, et juste derrière, j'aurai le plaisir d'accueillir, ils sont avec nous via Skype et téléphone, Ramzan Irmal, militant des droits de l'homme, coach sportif à Paris, et puis Samir Amarouche, membre associatif. Il a fondé la radio-télévision Nathiyarathn et il est sur le terrain, notamment auprès des patients dans les hôpitaux dans sa région, en Kabylie. Je vais commencer par vous, Maître Zoubida Assoul. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, en tant que citoyenne algérienne, comment vous pourriez définir la situation de cette crise sanitaire, la Covid-19, qui s'aggrave de plus en plus, malgré encore une fois ce système de santé totalement absent, et puis ces chiffres qui sont totalement erronés. Hier, le NTV nous a annoncé 14 décès seulement, alors qu'on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de décès un peu partout dans le monde. Je voudrais aussi profiter pour saluer les autres invités au niveau du plateau à travers le reste des médias et saluer bien sûr mon ami Ihsan El Qadi. Écoutez, d'abord, en tant que citoyen, nous sommes très très inquiets de cette propagation quand même vertigineuse des dernières semaines, et donc ça nous inquiète. Ça nous inquiète d'abord parce que des vies humaines, on perd tous les jours des médecins, des infirmiers, des citoyens, des
des politiques, des gens qu'on connaît, des footballeurs, des dirigeants, des citoyens de toutes les souches et de toutes les classes de la société. La deuxième inquiétude se situe au niveau d'un système de santé qui est inopérant, bien que les collectifs de tout le secteur de la santé, les personnels de la santé font et continuent à faire des efforts vraiment qui méritent le respect, qui méritent justement les encouragements, mais aussi de l'autre côté, on voit qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas de décision qui pourrait justement améliorer, parce que la Covid ne date pas d'aujourd'hui, depuis le mois de mars 2020, on ne sent pas que nous avons capitalisé une certaine expérience dans la gestion et dans la manière d'appréhender cette pandémie, mais aussi dans les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement sur le terrain et leur efficacité. On remarque aussi depuis quelques semaines quand même l'absence totale du ministre de la Santé. On ne l'entend plus, on ne le voit plus. On ne voit que les chiffres, et ces chiffres-là, tout le monde sait maintenant que ce sont des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité, puisque nous, en tant que politiques, en tant que citoyens, nous avons des gens qu'on connaît, des militants qui sont sur le terrain, qui sont dans toutes les wilayats, et qui nous disent qu'ils sont très inquiets parce que les chiffres sont en train d'augmenter d'une manière très, très significative. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir ne veut pas reconnaître, en fait, ces erreurs de choix politiques qui ont quand même aggravé la situation de la propagation de la Covid, c'est-à-dire les 3 semaines de la campagne du référendum. Donc ça, oui, c'est ce que j'allais. Pardon, maître, effectivement, c'est ce que j'allais vous demander aussi en tant que vous êtes avocate, et d'ailleurs je voudrais vraiment saluer toutes vos consoeurs et confrères qui travaillent en Algérie. C'est pas facile d'être avocat et avocate en Algérie. En tant que chef de parti à l'UCP, c'est vrai qu'il y a eu une inconscience d'avoir organisé ces meetings, notamment du 7 au 28 octobre précisément. C'était de 600 à 1000 personnes dans les salles. Il y a une totale inconscience en ce mois d'octobre, en pleine pandémie, de pouvoir que les walis notamment puissent autoriser ces meetings. Oui, parce que c'est là où vous voyez que le pouvoir ne s'intéresse pas aux vraies problématiques du pays et des citoyens. Au lieu de trouver des solutions, il a préféré justement tourner le dos à la pandémie et à sa prise en charge et d'aller vers sa feuille de route, c'est-à-dire imposer le référendum, alors que nous, en tant que politiques, on n'a pas cessé d'attirer l'attention que c'était irresponsable d'organiser une consultation populaire dans une période où nous vivons une pandémie comme ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui établi. Et je pense que vous avez, comme moi, écouté la déclaration du professeur Bouzid, Kamel Bouzid, qui est quand même professeur chef de service du CPMC à l'hôpital Mustapha, qui a dit clairement que l'augmentation de la propagation de la Covid est due justement à ces meetings, à ces rencontres qui se sont faites et qui sont très très nombreux selon les chiffres qui ont été encore une fois donnés par l'ANI. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est établi. Maintenant, ce qui aggrave encore le cas, c'est que le pays n'a pas aujourd'hui de dirigeant. Le chef de l'État n'est pas là, lui-même étant malade, et puis on ne connaît pas grand-chose sur son état de santé. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses qui se disent par-ci, par-là, mais en fait, ça aussi, ça pose un problème de crédibilité de l'État, parce que les citoyens ont le droit de savoir qu'un chef d'État est absent du pays depuis quand même bientôt 1 mois, et qu'on ne sait pas exactement de quoi souffre-t-il, on ne connaît pas son état de santé, et ça mène le pays vers une situation de blocage. Voilà un peu le paysage un peu qui se dessine aujourd'hui ces jours-ci, et ça nous inquiète beaucoup.
Je rappelle que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui disait il y a quelques semaines que le système de santé était le meilleur en Afrique, alors que je le rappelle actuellement, selon, vous le disiez, Maître Assoul, il y a des fake news, une désinformation totale, on ne sait pas trop où il en est. Algérie Part a annoncé sur ses sites, ses réseaux sociaux que normalement il devrait rentrer en Algérie incessamment sous peu. Maître Assoul, selon vous, un président malade, il est malade, pourquoi on n'informe pas le peuple algérien? Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce que c'est vraiment... le peuple algérien, malheureusement, devra revivre un peu ce qu'il a vécu avec les 20 ans au pouvoir et notamment les 8 ans d'Abdelaziz Bouteflika. Je rappelle que la dernière fois qu'on l'a entendu, c'est le 8 mai 2012, enfin que le peuple algérien... À quoi ça doit s'attendre le peuple algérien aujourd'hui? Pourquoi ce président, le peuple algérien n'a pas le droit à l'information? D'abord, ce n'est pas dans les traditions du système algérien. Le système algérien se caractérise par l'opacité. Le système algérien ne se croit pas devoir rendre des comptes au peuple. Et donc, à partir de là, bien évidemment, ce n'est pas dans cette tradition ni de dire la vérité, encore moins de communiquer sur l'état de santé d'un chef de l'État. On a bien vu, et je l'avais dit, que ça nous rappelle tristement ce que nous avons vécu pendant l'AVC de l'ancien président Bouteflika, où chaque jour, chaque semaine qui passait, chaque mois, chaque année, on nous racontait des histoires et on nous disait que l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika s'améliorait. Aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes pratiques, rien n'a changé, sauf que la situation n'étant plus la même. Quand vous regardez la situation économique et financière du pays, quand vous regardez la pandémie et quand vous regardez une révolution pacifique qui s'est organisée depuis le 22 février et qui réclame justement le changement de système, qui réclame la construction d'un État de droit, qui réclame la construction d'un État basé sur les institutions et non pas sur le pouvoir personnel, et aussi une justice indépendante qui puisse garantir les libertés individuelles et collectives des citoyens algériens. Donc aujourd'hui, toutes ces données ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans la même situation que Bouteflika. Aujourd'hui, on est dans une situation bien pire. Et si on regarde un peu ce qui se passe aussi sur nos frontières, notamment le conflit en Libye, au Mali et maintenant avec le Sahara occidental, etc., c'est vraiment, la situation est très, très inquiétante, à la fois sur le plan de la géopolitique, mais aussi sur le plan interne. Donc là, il faut absolument aller vers la loi de la raison et la solution de la raison. Ça veut dire aller vers un processus vraiment constituant, aller vers une période d'assainissement. On ne peut plus continuer comme ça. À la fois, on sait que, et je le dis toujours, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a cette pandémie un peu partout dans le monde et en Algérie et les manifestations se sont arrêtées, c'est pas parce que les Algériens et les Algériennes ne sortent plus qu'ils n'ont pas gardé le même cap, le même chemin, cette union main dans la main pour ce changement, le départ de ce système. Mais à la fois, Maître Assoul, ce système, il est toujours présent. Donc on a un peuple qui est malheureusement livré à lui-même quelque part aujourd'hui et qui doit faire face notamment à cette pandémie, mais aussi à cette crise économique, cette crise sociale. Selon vous, comment vous voyez les semaines et les mois à venir? Comment le peuple algérien pourrait vivre autrement alors qu'il souhaite toujours ce changement? Je pense que sur le plan politique, il faut absolument, impérativement qu'il y ait une dynamique politique nouvelle pour résoudre la crise politique. Parce que la crise, elle est fondamentalement politique. C'est une crise de confiance entre les citoyens et les dirigeants de ce pays. Donc, il faut impérativement aller vers une solution politique. La deuxième des choses, c'est que autant la situation est complexe, autant la situation est inquiétante, mais ça peut être aussi une perspective, ça peut ouvrir une perspective vers une solution, enfin la solution politique que nous appelons de nos voeux depuis déjà mars 2019. Mais aujourd'hui, je pense que tous les indicateurs nous laissent croire et dire que le pouvoir n'aura plus disons, d'autres solutions, d'autres alternatives que d'écouter enfin la voix du peuple, c'est-à-dire aller vers l'alternative politique que
nous souhaitons, mais aussi que le peuple souhaite depuis déjà presque 2 ans maintenant, c'est la solution politique, c'est la solution concertée, mais c'est aussi la rupture avec ce système et aller vers la construction vraiment d'un État institutionnel et non pas un État des clans ou de la SABA ou d'autres choses. Avant de vous libérer, une dernière minute avec vous avant d'accueillir mon confrère Ihsan El-Kadi. Est-ce que, Maître Assoul, est-ce qu'il est encore présent réellement ce pouvoir vis-à-vis de ce peuple? Est-ce qu'il a encore moyen? Alors malheureusement, effectivement, il fait toujours preuve de répression, d'intimidation, parfois même, encore une fois, de diversion en mettant d'actualité énormément. Vous le disiez, hein, le conflit au Sahara occidental avec le Maroc, etc. Est-ce que réellement, c'est un peu la pagaille, on a l'impression, hein, au sein de ce pouvoir, Tebboune qui disparaît depuis plusieurs mois. Est-ce que réellement, aujourd'hui, il a encore des cartes à jouer pour les mois à venir, ou est-ce qu'il est totalement en voie de déperdition? Non, moi je pense que la situation requiert aujourd'hui de tout le monde le sens des responsabilités, mais aussi écouter l'autre et aussi réunir toutes les capacités et les moyens du pays pour faire face à tous ces problèmes. Mais les citoyens sont unis, heureusement, les objectifs du Hirak sont toujours là. C'est pas parce qu'il n'y a plus disons, de marches et de manifestations publiques dans la rue que le Hirak est terminé, bien au contraire. Je pense qu'Ihsan en parlera. Il y a énormément de travail qui se fait sur le terrain, à la fois l'appel du 22 février, à la fois le PAD, à la fois d'autres initiatives, pourquoi pas. Mais je pense à un moment donné, il faut rassembler l'ensemble de toutes ces initiatives pour justement se mobiliser autour d'objectifs communs et non pas autour des étiquettes ou des appréciations des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'unir autour d'objectifs communs. Et je pense que les objectifs du Hirak ont été très clairs. C'est d'abord d'aller vers la solution politique et d'aller vraiment une solution concertée. C'est aujourd'hui, pour moi en tout cas en tant que politique, c'est la meilleure approche qui puisse aider le pays à aller de l'avant, mais aussi à s'occuper des vraies problématiques du pays. Les problématiques sont énormes et les défis et les enjeux sont énormes. Et donc aujourd'hui, ça requiert de la part de tout le monde le sens de responsabilité et d'essayer d'œuvrer ensemble vers cette solution. Merci infiniment, Maître Zoubida Assoul. D'abord, merci pour votre fidélité, car je rappelle, hein, ce sont nos invités, ce sont les téléspectateurs et les téléspectatrices qui font les émissions d'Aouras TV. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos images, vos propos, c'est ce que vous vivez sur le terrain qu'on a le plaisir d'essayer d'informer, en tout cas, tant bien que mal, tous nos téléspectatrices et toutes nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Merci, Maître Assoul. À très vite. Je rappelle, avocate et présidente de l'UCP. Avec nous, Ihsan El-Kadi. Bonjour une nouvelle fois, chers confrères, donc bien évidemment journaliste à la direction de Radio M et Maghreb Émergent. Je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais juste bien évidemment souligner, je rendais hommage au personnel juridique en Algérie, mais aussi dans les 3 derniers jours, sachez qu'il y a 10 décès dans le corps médical en Algérie, notamment 8 médecins et 2 infirmiers enregistrés dans les wilayas de Tizi Ouzou, Tipasa ou encore Skikda, Médéa, Djidjel ou à Alger. Voilà, je pourrais tous les citer les uns et les unes, ils sont très nombreux, paix à leur âme bien évidemment. Avec nous donc, merci Ihsan El-Kadi d'être avec nous. D'abord peut-être une réaction aussi sur cette crise sanitaire qui est peut-être aujourd'hui une des priorités. Hein. On connaît l'état du pays, mais c'est vrai que cette crise sanitaire, cette pandémie, elle s'aggrave de plus en plus. C'est pas une des priorités, c'est la priorité absolue. C'est la priorité absolue. La situation est chaotique. On ne le mesure pas suffisamment. On ne le mesure pas suffisamment, notamment parce que les chiffres officiels continuent en fait, d'écrire une réalité qui n'existe pas. En fait, il y a un décalage faramineux. Et la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'abandonner le compteur officiel que nous donne le ministère de la Santé. Il est scandaleux, il est criminel.
Il est criminel parce qu'il peut laisser entendre qu'effectivement, il y a une létalité du Covid-19 aussi faible que celle qui est donnée tous les jours. Nous, à Radio Maghreb Émergent, on a décidé de développer notre propre compteur des décès. On ne peut pas développer le compteur des contaminations parce que ça dépend de l'Institut Pasteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a des taux de nombre de contaminations qui sont aussi faibles. Le taux PCR, le test PCR est très peu pratiqué en Algérie. On ne peut pas compter les cas d'hospitalisation et dans les hospitalisations, les cas de réanimation qui en règle générale donnent le niveau de dangerosité de la vague en cours. Mais nous pouvons compter, grâce aux pages locales, mais pas dans toutes les wilayas, mais dans un certain nombre de wilayas, les décès. Nous avons décidé de prendre notre responsabilité de journaliste, de créer un compteur pour donner une évolution. Et sur la base des 2 derniers jours, nous avons déjà une indication d'un écart à peu près de 1 à 25 entre le chiffre officiel et le chiffre réel. On nous appuyons sur les 4 ou 5 wilayas sur lesquels il y a des pages locales de médecins, de citoyens qui nous donnent l'agrégation quotidienne du nombre de décès. En réalité, quand on voit les chiffres officiels, il faut multiplier par 25. Voilà, sur les décès. Au stade d'aujourd'hui, il y a un collectif à apporter en haut en bas de peut-être 10%, mais on est sur cet ordre de grandeur. Donc nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse et on n'a pas besoin d'ailleurs de cela pour le constater. Il y a des citoyens qui meurent sur des parkings d'hôpitaux. Faute d'oxygène, nous sommes déjà dans une situation où les hôpitaux sont débordés. Alors, la question qui se pose, c'est que fait le gouvernement ? Que fait le gouvernement? Il a réduit... Mais y a-t-il, j'ai envie de vous dire, chers confrères, y a-t-il un gouvernement aujourd'hui? Le ministre de la Santé est totalement absent. Je ne vais pas comparer à certains pays. On sait par exemple qu'en France, bien évidemment, que la politique de Macron, d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, est très polémiquée, très décriée dans le cadre de cette gestion de pandémie. Mais ce sont tout de même des personnalités politiques qu'on entend tous les jours. Y a-t-il un gouvernement réellement pour gouverner, accompagner, diriger les Algériens et les Algériennes? Alors, c'est pas le même niveau de critique. Enfin, le gouvernement français ou son ministre de la Santé peut être critiqué, mais il est critiqué parce qu'il a fait des choix, parce qu'il agit. En Algérie, on peut critiquer le gouvernement parce qu'il n'agit pas, ce qui est tout à fait différent. Et c'est là où c'est le point d'intersection entre la crise politique, la déliquescence de l'héritage politique de Ahmed Gaïd Saleh, qui a voulu continuer avec Tebboune comme président, avec une feuille de route qui remet les institutions de la façade civile pour un pouvoir militaire, la déliquescence de ce processus, point d'intersection avec la réalité de la gestion. Au mois de mars, il y avait encore une possibilité d'agir parce que le gouvernement Tebboune Djellat avait encore entretenu qui pouvait agir. Et donc, il a essayé d'éviter le scénario italien, le scénario espagnol, en engageant une forme de confinement qui était bien sûr très imparfaite, mais qui avait eu, de mon point de vue, le mérite d'avoir aplati la montée de la courbe des contaminations et donc des décès. Aujourd'hui, nous avons une situation infiniment plus alarmante et nous avons des mesures infiniment plus laxistes. Évidemment, j'ai des amis, des chefs d'entreprise, des économistes, il y a des points de vue qui disent qu'il ne faut pas revenir au dispositif de mars-avril. Moi, je dis, je veux bien. Mais ce qu'on a à proposer, c'est-à-dire toutes les mesures qui permettent de ne pas revenir, ne pas avoir à étouffer l'économie, ce sont des mesures qu'on a ratées. C'est-à-dire tester, isoler, traiter, ce que les pays, un certain nombre de pays a réussi à mettre en place, notamment en Asie. Aujourd'hui, c'est raté en Algérie. Les tests coûtent très cher. Les Algériens ne se testent pas et ils ne peuvent pas se tester à 12 000 dinars. Au minimum, le test PCR. L'isolement, on ne fait pas le traçage pour savoir quelles sont les personnes contacts et donc on laisse contaminer les milieux. Et le traitement, le système hospitalier ne permet pas de prendre en charge tous ceux qui sont contaminés. Donc l'option laxiste en Algérie n'est pas possible, sauf à admettre politiquement qu'on va laisser des seniors et des personnes fragiles partir dans les prochaines semaines et dire chez moi, c'est un choix politique. Ils peuvent se défendre, dire on va privilégier l'économie, on ne va pas fermer et on va laisser partir ces personnes-là dans des conditions, on va dire, les plus dignes possibles. Mais ce choix aussi n'est pas clairement fait. Et donc nous sommes dans un entre-deux qui est la quintessence de l'incapacité de ce système, de ce pouvoir qu'il a généré, du régime Tebboune, à faire face à une situation de crise. Et nous sommes, malheureusement, ça arrive au pire des moments. Voilà.
Une question bien évidemment qui vous concerne, les médias, et puis je rappelle que vous parmi des centaines de milliers de personnes en Algérie et dans le monde, soutenez aussi Khaled Drareni qui est un collègue, et je voudrais avoir une pensée vraiment pour tous les détenus politiques, journalistes en Algérie. Drareni qui est incarcéré maintenant depuis le 27 mars. Donc une question peut-être certainement qui vous concerne vraiment lors de son allocution séminaire. Je vais citer donc le chef d'état-major Saïd Chengriha qui dit le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face aux plans hostiles visant à l'Algérie. Je continue la citation, en cette occasion que vous rappelez que la défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout à chacun, individus et institutions, y compris les médias nationaux, afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je rappelle que Chengriha au New York Times, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il disait qu'il ne faisait pas de politique. Il fait de la politique. Il disait qu'il ne s'immisçait pas dans les médias. Aujourd'hui, il continue à s'immiscer dans les médias. On le voit aussi de plus en plus. Lui qui a été discret juste après la disparition d'Ahmed Gaïd Salah. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le cadre de ce séminaire exactement, Saïd Chengriha? J'ai pas envie de savoir ce qu'il veut dire. En fait, ce que je veux constater, c'est que Zubaida Assoul vient de lancer un nouvel appel au dialogue. Elle a dit il y a peut-être dans cette crise extrêmement grave qui nous frappe, il y a peut-être une perspective qui peut s'ouvrir, parce qu'en fait nous sommes revenus avec l'absence du président, sa maladie, et probablement on lui souhaite le rétablissement, mais peut-être qu'il ne pourra pas réoccuper ses fonctions présidentielles. On souhaite qu'il puisse revenir au moins auprès de sa famille et terminer tranquillement des jours heureux de retraité, mais il ne peut pas diriger l'Algérie, c'est impossible de diriger l'Algérie en temps normal. C'est pas possible. Après 4 ans, 5 ans de récession à cause de la chute du prix du pétrole, après un mouvement populaire qui demande le changement et le croisement avec une pandémie qui gèle l'activité, et il faut mobiliser tout le génie algérien en Algérie, dans les diasporas, dans toutes les couches sociales pour pouvoir faire face. Et donc, c'est clair que cette solution ne peut pas marcher. Et l'appel que vient de lancer Zubaida Assoul, que d'autres acteurs du PAN ont lancé, j'avais mis à mon plateau du Café Presse Politique, Mohsen Blahbas, président du RCD, qui a lancé un appel similaire. Réunissons-nous, a-t-il dit, pour les politiques, avec ceux qui ont fait Mazafran, mais aussi avec le pouvoir, pour sortir le pays de cette impasse-là. Quand j'entends ces appels, et qu'en face, je vois l'ANP faire un séminaire sur le thème que vous avez évoqué et appeler la presse à se mobiliser contre les plans qui visent l'Algérie, je dis nous sommes dans deux mondes parallèles. Il n'y a pas d'acteur aujourd'hui. Je suis triste de le dire. Je suis extrêmement triste de le constater. Il n'y a pas d'acteur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vous faites bien de le souligner. Effectivement, dans le cadre de ces séminaires, on n'a pas parlé de santé, de pandémie, de crise sociale, ni d'emploi, ni d'éducation. Alors qu'on sait que il y a un anachronisme. Il y a le symbole de la fin d'une génération, d'une gérontocratie un peu plus, qui ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons. Parler de la presse comme on en a parlé, moi, j'ai même pas envie de faire de commentaires. Parce qu'on est vraiment dans un archaïsme qui, attendez, aujourd'hui, le monde est dirigé par les GAFAM. Les GAFAM sont plus puissants que les General Motors. L'industrie qui crée une partie du PIB, la partie la plus importante du PIB aux États-Unis, c'est l'industrie qui est née depuis 15 ans et qui est liée à la communication et au big data. Quand on vient faire un séminaire sur la sécurité nationale via la presse, dans le langage des années 50, le langage soviétique des années 50, moi je refuse de faire des commentaires. Je dis, nous n'avons plus d'acteurs avec lesquels on peut comprendre et on peut se projeter avec l'Algérie. Je suis triste de le dire comme ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc je ne vais pas interpréter. Qu'est-ce qu'il y a à interpréter là-dedans? Nous sommes dans deux mondes parallèles. Et donc, la question revient à nouveau. Je reviens à la politique. J'espère encore que les interpellations des sages, il y a partout des tentatives de sortir, de sauver le pays. Il y a eu des invitations à travers le commandant Bourga qui fait peut-être des manœuvres, etc., à peut-être proposer une autre feuille de route qui ne fasse pas le référendum avec cette assemblée avec cette constitution qui renforce les pouvoirs du président et qui est une insulte pour le Hirak. Il y a eu des ouvertures, mais qui se sont aussitôt refermées. Aujourd'hui, il
est revenu à une situation où il faut revoir la feuille de route. La feuille de route a été, on l'a poussée à son extrême. Il y a eu le 1er novembre. Le 1er novembre a paralysé complètement l'action gouvernementale. L'absence du président l'a rendu encore plus affreuse. Elle a paralysé parce qu'il n'y a plus de légitimité. Donc je dis, il y a des possibilités. Mais les acteurs, eux, non, ne se sont pas hissés à ce niveau de nécessité. Dans l'IDA 22, qui est une tentative d'organiser le camp populaire, enfin une partie du camp populaire pour ceux qui veulent adhérer à cette démarche-là, il y a un débat qui a été lancé sur comment faire, comment agir, etc., qui va être probablement être interpellé par l'évolution de la situation politique. Il y a des possibilités d'avancer toujours dans la démarche pacifique de Chirac et dans la démarche politique et constructive partout, à tous les étages de la mobilisation populaire. Si en face, personne ne veut s'en saisir, c'est dramatique. Et aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Aujourd'hui, la première mesure, ce serait de mettre en place un gouvernement d'union nationale non partisan. Le gouvernement Chirac ne peut plus continuer à faire face à cette situation-là. Il ne peut plus, c'est terminé, c'est fini. Mais c'est possible, c'est possible avec un pouvoir et un régime qui réprime énormément. On a vu, excusez-moi, je vous coupe une seconde, Hassan El Khadi, on a vu pendant ces 1 an et demi, 2 ans au départ, en tout cas de révolution, vous le faites bien de le souligner, un pacifisme qui a émerveillé le monde entier, un peuple uni. Mais est-ce que vraiment en Algérie, c'est possible encore aujourd'hui? Vous le savez, il y a toujours autant de répression, des journalistes enfermés, lorsqu'une femme ou un homme politique essaye vraiment de dénoncer, il est enfermé aussi. Est-ce que réellement c'est encore possible aujourd'hui de pouvoir continuer à militer en Algérie, de pouvoir se battre en faisant face à cette répression? Au moment où on se parle, Chaban, au moment où on se parle, évidemment, j'aurais tendance à répondre que ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, le PAD, quand il demande une autorisation pour faire une réunion, pour essayer de trouver des solutions à ce pays, mobiliser la partie politique qui est là, ça lui est interdit. NIDA 22 est un mouvement qui est largement virtuel, parce qu'il n'y a aucune salle qui lui opère, aucun espace qui peut lui être proposé. Dans les semaines qui viennent, il n'y aura même pas de tentative de faire des réunions physiques parce qu'il y a cette pandémie. Donc la réponse, c'est pas possible. Mais on ne peut pas rester sur ce n'est pas possible. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas rester? Parce que la pandémie aujourd'hui menace très dangereusement la santé publique des Algériens. Et derrière, il y a un risque d'effondrement complet de l'économie si c'est pas bien géré. Et donc, il y a besoin de mobiliser tout le monde. Nous sommes en état de guerre sanitaire qui nécessite de refaire le chemin inverse de ce qui a été fait depuis mars dernier. Mars dernier, la trêve qu'a proposée le Hirak a été utilisée par le pouvoir pour réprimer. Il faut revenir et changer d'attitude vis-à-vis de cette trêve qu'a proposée le Hirak pour non pas réprimer, mais pour tendre la main aux forces, aux énergies qui existent dans le mouvement populaire pour sauver l'Algérie de cet impact-là. Et si ça s'est pas encore compris, dans les semaines qui viennent, ça va être compris, parce que là, malheureusement, je suis encore une fois très triste de le dire comme ça, mais la situation va s'aggraver. Nous allons avoir de plus en plus de morts et de plus en plus de paralysie de l'économie face à un gouvernement qui est incapable d'agir. Dernière minute, quel est votre avis? Est-ce que les Algériens et les Algériennes pourraient se voir malheureusement revivre les années Bouteflika avec un président qui sera de retour? Peut-être, on ne sait pas, il y a eu quelques petites informations, des mots par-ci par-là, des choses incohérentes, avec une APS qui souvent retire des informations. Quel scénario vous voyez? Un retour d'Abdelmadjid Tebboune qui continuera son rôle malgré son état de santé? Alors bien évidemment, en tant qu'homme, pour lui et sa famille, on lui souhaite bien évidemment une meilleure santé possible et de revenir en bonne santé. Mais quel est votre avis? Quel scénario vont vivre les Algériens avec leur chef de l'État, car c'est le chef de l'État, malgré ce 12 décembre 2019? Le scénario d'un président pas élu, enfin je dirais pas mal élu, mais quasiment pas élu, était de la soutenir. Un président pas légitime et handicapé physiquement, qui en plus a pu vérifier son légitimité et son impopularité avec le référendum rejeté du 1er novembre dernier, à mon avis, c'est un scénario insoutenable. Et il est d'abord insoutenable du point de vue des intérêts du bloc social et politique qui domine l'Algérie depuis de longues décennies. L'intérêt de l'armée qui veut continuer à avoir la main sur la vie politique. J'ai déjà écrit plusieurs fois, Ahmed Gaïd Salah a fait un très mauvais choix en privilégiant la candidature de Abdelmadjid Tebboune. Je pense que c'est un choix qui était complètement inintelligent et qui était, encore une fois, qui évoluait dans le monde parallèle que j'ai décrit
que j'ai déjà décrit, la relation à la communication de masse. Et donc, la question c'est est-ce que ce tableau déjà extrêmement précaire peut être poursuivi dans un contexte de vacance de pouvoir et donc dans un contexte qui va ressembler et rappeler aux Algériens les années du 4e mandat de Bouteflika? La réponse est évidemment non. C'est pas possible. On ne sait pas sur quoi ça va aller, mais ça ne peut pas continuer cela. Et donc, le premier qui a à préserver ses intérêts, c'est ce bloc dominant avec l'armée aux manettes qui a besoin de revoir les choses. Et revoir les choses aujourd'hui, c'est pas remettre encore une phase civile docile comme cela a été fait à chaque fois. Reprendre l'initiative aujourd'hui, c'est de tenter autre chose. Et tenter autre chose, c'est d'accepter une transition négociée. C'est d'accepter de laisser les Algériens pouvoir enfin prendre en charge les politiques à travers les articles 7 et 8 de la Constitution, à travers la souveraineté que leur donne la Constitution. Et cela n'est pas une prise de risque inconsidérée. Les Tunisiens l'ont fait avec l'Assemblée constituante après leur révolution. Et l'ont fait les Chiliens qui sont sortis au même moment que les Algériens en 2019, ont fini par voter un référendum, d'ailleurs dans la semaine où il y avait le référendum algérien, pour appeler à une Assemblée constituante. Les voies de sortie de crise dans le dialogue et dans la négociation existent. Ce qui manque, ce sont les interlocuteurs du côté du pouvoir pour engager ce processus. En populaire, les acteurs pour le faire existent. Merci Sen El-Khadi d'avoir été avec nous et merci encore et je salue tous mes confrères et toutes mes consoeurs en Algérie. C'est pas simple non plus d'être journaliste, loin de là d'ailleurs dans ce magnifique pays. Et puis effectivement vous parliez de personnes possibles de pouvoir échanger avec le peuple, mais on le sait très bien que c'est un pouvoir malheureusement de plus en plus illégitime. On l'a encore vu dernièrement avec la sortie du ministre Djirad qui s'est fait en l'espace de quelques secondes refoulé par la population algérienne. En parlant de Covid, de la Covid-19, dans quelques instants, j'aurai deux personnes, deux jeunes personnes. Une qui est sur le terrain en Algérie, l'autre qui est sur le terrain à Paris. Samir est avec nous, Samir Amarouche et puis Ramzan Irmal. Mais on va se faire une petite pause avec ce spot de sensibilisation, car bien évidemment, on invite tous les Algériens et les Algériennes vraiment à prendre conscience au maximum de cette pandémie. Protégez-vous. On regarde ce spot et on se retrouve tout de suite après. نقعد في ضامنا وقاية من Je trouve vraiment, essayez au maximum, portez vos masques, ces gestes barrières, 1 mètre, 2 mètres de distance. Et lorsque vous fréquentez
vraiment les lieux publics, en allant au marché par exemple, en faisant vos courses. Vraiment, soyez vigilants. Il y a vous, mais il y a aussi vos proches et vos familles. Pour en parler, on continue cette semaine d'actualité avec cette pandémie, cette Covid-19. Bien évidemment, la disparition totale maintenant depuis bientôt un mois du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et puis notamment ces sorties de plus en plus importantes de Chengriha, qui aussi, comme le disait notre confrère Elsan El Khadi, vit un peu dans un autre monde dans le cadre de ce séminaire. Ils sont avec nous. Ramzan Irmal, bonjour Ramzan. Je vous salue, Khoya Chaban, et je salue tous les intervenants et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie, car encore une fois, c'est vous vraiment qui faites l'actualité, qui nous informe via vos images et puis votre vécu sur le terrain. Je rappelle, militant des droits de l'homme, vous êtes coach sportif, vous êtes très 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 actif à Londres et notamment à Paris, tous les dimanches. Il est avec nous aussi, lui, en direct donc de sa région, Narvanat Yerethen, membre associatif. Il est fondateur de la radio-télévision Nath Yerethen. Bonjour Samira Marouche, bonjour. Vous m'entendez, Samir? Oui, je t'entends et je vous ai dit bonsoir tout le monde. Merci bien, merci infiniment, merci pour votre présence. Alors, vous avez fondé notamment cette radio-télévision Nathierathen. Vous êtes, vous, sur le terrain. Il y a d'ailleurs votre ami qui publiait hier, on va l'entendre dans un instant, Ramzan Irmal, qui publiait sur ses réseaux sociaux qu'il y avait notamment 200 morts dans les dernières heures. Concrètement, quel est un peu l'état du terrain, des hôpitaux en Algérie? Je rappelle que cet après-midi, donc l'hôpital Mustapha Pacha a été fermé apparemment à cause de la pression, et il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Samir, vous m'entendez? Oui, j'ai entendu. La est pas à notre faveur puisque ici en Algérie avec peu de moyens qu'on a, mais quand même la sensibilisation de la population a été faite et ressentie. Disons que notre population ici à l'Arbanat-Tiretten, on a remarqué qu'en quoi il y a 98% qui ont adhéré à notre démarche et à la démarche qui est d'actualité, le port de masque et ainsi que disons les gestes barrières. Qui veut dire ici à Front National à l'Arbanat-Tiretten, tout marche bien. Tout marche bien. Malheureusement qu'on a eu quelques décès ces derniers jours et vers leur âme, mais quand même on commence à être la population s'est sensibilisée dans le but de faire une barrière pour ce Covid-19. Il veut dire que notre population a adhéré à un truc de 99% ou 98%. Comme ça, c'est ce que j'ai remarqué dans les rues, dans les magasins. C'est tout le monde qui se quand même, ça va. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est que grâce à ce travail, à ce collectif, vous avez réussi, parce que c'est vrai qu'on parle d'un manque de prise de conscience de la population algérienne, mais étant donné que le pouvoir, le chef de l'État d'ailleurs, inconnu au bataillon, totalement absent et illégitime, c'est vrai que ce peuple algérien, on peut comprendre qu'à un moment donné, les soi-disant directives données par le pouvoir algérien ne sont pas respectées puisqu'il est totalement illégitime. Ça veut dire que c'est grâce à ce collectif, vous êtes pris en main notamment au village, dans votre secteur. C'est la population qui se prend en main pour faire de la prévention, pour organiser les choses? Ou est-ce que, je connais la réponse, mais ou est-ce que c'est vraiment l'État qui vous met des moyens en place? Non, disons que cette deuxième vague, la population et l'État aussi n'a pas été, disons, bien informés, je ne sais pas.
Mais quand même, à un certain moment, tout le monde s'est éveillé, tout le monde a compris qu'en quoi il y a danger, il y a mort, il y a beaucoup on a des morts, on a beaucoup de gens qui sont confinés dans leur maison. Et puis, bon, c'est vrai que c'est grâce à notre radio-télévision Nassir Hassan que notre population a été avertie. Et j'étais parmi les premiers, disons, c'est un ami qui m'a appelé, c'est Jamel qui m'a appelé pour me dire qu'en quoi, à Samir, voilà, il y a catastrophe, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de trucs. Oui, mais maintenant que si on parle de l'État, l'État avec ses moyens qu'elle a, malheureusement qu'elle a, et pourtant l'État ou l'État algérien, normalement, on est un pays très riche, mais malheureusement que c'est pas toute la population qui profite de ça. Et de là, on voit qu'en quoi notre population ne peut pas se confiner sans travailler. On ne peut pas se confiner sans travailler. Il y a beaucoup de citoyens qui ont un travail, disons, c'est des commerçants, c'est des taxieurs, ces gens-là, ils étaient trahis par l'État, par le premier confinement. Le premier confinement, il leur a promis de leur donner un peu d'argent pour qu'ils survivent. Mais à la fin des comptes, ils sont rares les gens qui ont bénéficié de cette aide. Mais sinon, effectivement, très peu de ressources. Problème. Je vais vous redonner la parole juste pour effectivement citer le professeur, lui, Kamel Bouzid, hein, c'est son coup de gueule qui dit voilà, de manière tout à fait irresponsable, les Walis ont donné aussi des autorisations, et puis il y a aussi son confrère, le professeur Chaoui, hein, qui nous dit que les notes sont souvent salées, l'hôpital public est malheureusement totalement laissé aussi en manque de moyens, dans des états pas possibles, désastreux, et la note est souvent salée dans le privé. La PCR, hein, qui est ce test, pardon, hein, notamment avec ce coton-tige, c'est pas loin de 15 000 dinars. Le scanner est à 15 000 dinars et les analyses sont à 20 000 dinars. Donc ce sont les citoyens et citoyennes algériennes qui doivent payer ces soins dans le privé. Avant de vous libérer, Samir Amarouche, une question. Je sais que vous fréquentez, vous allez souvent dans les hôpitaux. Parlez-nous un peu concrètement de l'état des hôpitaux en Algérie, notamment dans votre secteur d'habitation. Ici à l'Arban Tiraten, disons qu'on a un super personnel qui travaille vraiment d'arrache-pied, mais pour les moyens qu'on a, je pense que vu la population de l'Arban Tiraten et de Tizi Rachet, puisqu'ils sont rattachés à notre hôpital, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens qu'il faut pour disons, satisfaire tous les malades. Et vu que notre région est très touchée ces derniers jours par rapport au Covid-19. Mais comment il vit cet hôpital, notamment les hôpitaux dans lesquels vous avez voilà, vous rendez pour voir un peu les malades, la situation, ce sont des moyens des villageois, c'est quand même un peu de moyens fournis par l'État, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, je citais tout à l'heure ces quelques médecins, paix à leur âme, et infirmières qui sont décédés. Comment vit cet hôpital? Comment il fonctionne? Paix à leur âme pour nos médecins, nos infirmiers, mais sinon, c'est pas des plaisanteries, c'est du sérieux. Ils vivent ça, disons, ils travaillent au maximum pour nos médecins, nos infirmiers. Disons qu'on ne peut même pas rentrer à l'hôpital. Dans le service Covid, on ne peut pas rentrer. Mais je sais bien que les malades sont bien pris en charge, disons, avec les moyens qu'ils ont.
un personnel qui fait le maximum. Merci d'avoir été avec nous, Samir Amarouche, pour nous parler de cette pandémie. Ramadan Irmal avec nous quelques minutes avant de recevoir bien évidemment Asdine Toumi, un militant politique qui est en direct d'Alger, la capitale. Je rappelle d'ailleurs, je vous parlais de la fermeture de l'hôpital Mustapha Pacha. Il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux déjà dès cet après-midi. Il y a Abdou Amiri, par exemple, qui nous dit que le ministère de la Santé a publié une publication qui nie totalement la pression dans les hôpitaux. On a Lamia Lazali qui nous dit, je vais juste demander à la régie de me couper l'oreillette, s'il vous plaît. Merci. Lamia Lazali qui nous dit où sont les 6000 lits dont ils ont parlé. Si la situation s'intensifie, ils nous ont rassasié que du macroute. Voilà. Et pour terminer, il y a Kaem Barchdi précisément qui dit ils émettent une crise au Maroc et tentent de distraire un peuple sur les vrais problèmes du pays. Et puis notamment, bien évidemment, on a Kahina Amoudi Ait Yahya qui, elle, dit clairement que le pouvoir algérien donc, préfère les hôpitaux de Merkel, en parlant notamment du chef de l'État qui est en Allemagne actuellement. Ramadan Irmal, bienvenue à vous. D'abord, peut-être, vous pouvez réagir bien évidemment sur cette pandémie en Algérie, mais selon vous, à quoi doit s'attendre, à quoi vous devez vous attendre? On a aujourd'hui le chef de l'État qui est totalement absent, un chef d'état-major qui prend de plus en plus de place. Comment vous voyez le pays maintenant dans les semaines à venir? Vous êtes jeune, je rappelle. Est-ce que vous avez, vous, une crainte de revivre les années Bouteflika ou est-ce que, justement, cette force du Hirak est toujours présente pour faire pression et forcing? Déjà, merci pour l'invitation. Donc, pour moi, c'est-à-dire ce que je pense, c'est-à-dire que l'Algérie, elle est en train d'aller vers le mur. On va avoir un avenir incertain. Parce que, pour moi, déjà, ce gouvernement, il ne me représente pas. Alors, comment il va travailler pour le peuple s'il ne me représente pas? Donc, pour moi, la situation va être encore beaucoup plus compliquée. Mais malheureusement, ce sont toujours les pauvres malheureux qui vont payer. Parce que les richissimes personnes, ils vont aller se soigner ici en France ou bien ils vont aller en Allemagne. Donc, c'est ça le constat maintenant. Quand j'entends les gens intervenir et dire, voilà, il y a un président, il y a un gouvernement, il n'y a rien du tout. On n'a pas voté pour eux. Ils ne nous ont jamais représentés. Donc, comment voulez-vous? C'est-à-dire, ils vont travailler pour notre bien-être. Comme il a dit mon ami de l'Arba'a Tiratin, la situation, elle est vraiment catastrophique. C'est pour ça que je vous ai appelé pour faire ce live parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de mourir. La situation est vraiment chaotique et on ne les voit pas réagir. Où est le ministre de la Santé? Vous avez parlé du ministre de la Santé français. On ne peut pas comparer l'incomparable. C'est impossible parce que ces personnes, ils ont peur. Ils respectent leur profession. Ils disent la vérité au peuple. Mais chez nous, ils n'ont pas ça. Ils travaillent dans l'omerta. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas le peuple. Pour eux, on est juste des numéros. On n'est pas des âmes. Donc, j'espère que le peuple algérien, il va s'unir et j'espère qu'on va les évincer. Parce que moi, j'ai peur pour mes parents. Mes parents, ils sont vieux, ils sont en Algérie. Les parents de ma femme, il y a des gens que je connaissais auparavant, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils sont décédés. Donc, j'ai vraiment la rage parce que rien n'a été fait. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, le futur va être incertain. Et je lance un appel à tout le peuple algérien de s'unir ici en France parce qu'on ne combat pas juste contre un système, on combat aussi une pandémie. Vous me disiez tout à l'heure, effectivement, en préparant ce rendez-vous avec vous, vous dites qu'on n'a pas besoin, on n'a jamais eu besoin de ce système. Il faut aujourd'hui, encore une fois, ne compter que sur soi-même. C'est la force aujourd'hui des Algériens et des Algériennes, malheureusement, qui n'ont peut-être jamais eu de gouvernance réelle, puisque depuis des années, c'est un pouvoir qui est totalement illégitime, déjà bien avant Bouteflika. Mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, la recette, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est ne compter que sur soi. Mais vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est comme un carnaval. Moi, ça me fait vraiment rire et ça me fait vraiment mal au cœur d'un autre côté. Parce que quand tu vois des gens parler comme quoi ils font des choses, ils partent dans des hôpitaux, quoi que ce soit, moi, les échos que j'ai, c'est que les moyens sont inexistants. Comme vous avez dit par rapport à l'hôpital Mustapha Pacha, il a été fermé parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc moi, comment voulez-vous, c'est-à-dire que je sois optimiste pour, comment dirais-je, un futur, pour nos futures générations? Parce que moi, j'ai peur dans 2 à 3 semaines,
ça va être un chaos. Parce que ici, dans les pays développés, on est en train de perdre 400 personnes, 500 personnes. Or qu'en Algérie, avec des moyens dérisoires et un gouvernement inexistant, je ne sais pas où on va aller. Ça va être vraiment un avenir incertain. Et j'ai peur pour mon Algérie. Et par rapport au peuple algérien, ils n'ont pas besoin de ce système. Parce que chez moi, de je viens à l'Arba'a Tiratan, la population s'est unie. Et j'essaie un petit peu de sensibiliser. Il y a des gens qui distribuent des bavettes, il y a des gens qui font des combinaisons pour les hôpitaux. Donc, je suis vraiment fier d'eux. Je suis vraiment fier d'appartenir à cette couche de population. Et je vais tout le temps les défendre. Restez avec nous, restez avec moi sur ce plateau, sur cette émission. Ramzan Irmal, militant des droits de l'homme. Je vais accueillir maintenant Azdine Toumi, militant politique. Bonsoir, cher Azdine. Merci d'être avec nous. Bonsoir, cher ami Chaben. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les invités, bien sûr. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vous aussi, encore une fois, merci, car nos invités, c'est pas toujours facile en Algérie de prendre la parole et de s'exprimer, loin de là. Azdine Toumi, j'ai envie de vous poser une question un peu direct. Vous vivez à la capitale, à Alger. On parlait il y a quelques instants de cette région montagneuse, la région de Kabylie en Algérie. Mais vous, au niveau de l'Algérois, sur Alger, un peu calé en tant que citoyen, avant de vous poser quelques questions peut-être plus politisées, mais quelle est l'ambiance, si c'est le terme, par rapport à cette pandémie, cette Covid? Comment vit la population algéroise? Vous savez, Chaben, le Covid, la maladie du Covid est devenue un véritable problème ici en Algérie, comme tout part dans le monde. C'est vrai qu'on sent de l'inquiétude, on sent de la peur, on sent du stress, beaucoup de stress. Comme dans d'autres régions de l'Algérie, parce que le citoyen algérien, c'est... Oui, Azdine, poursuivre. Ouais, je crois qu'on a peut-être un petit souci avec Azdine Toumi. Ouais. On va peut-être réessayer de joindre Azdine Toumi avec nous. Donc, Ramzan Irmal. Ramzan, vous m'entendez? Je pense que oui. Oui, je vous entends très très bien. Très bien. On va essayer de recontacter. Je vais inviter mes amis en régie, que je salue d'ailleurs, car sans eux, il n'y aurait pas d'émission. Vous me parliez justement de ce pouvoir qui a peur. Mais est-ce qu'en Algérie, après toute cette corruption, on le dit en Algérie depuis des décennies, le monde en parle, il y a eu des centaines de milliers, 1500 milliards de dollars dilapidés pendant les 20 ans de Bouteflika, où le pays, vous en parlez vous-même, est chaotique aujourd'hui. Il n'y a pas d'hôpitaux, l'éducation, les universités. Qu'est-ce qui lui reste à prendre à ce pouvoir? Pourquoi, coûte que coûte, il est encore là? Il a envie vraiment de garder la place et de faire vivre ces moments douloureux, atroces aux Algériens et aux Algériennes? Moi, d'après mon avis, c'est-à-dire ce système, il ne va jamais laisser là-bas. Parce qu'il y a encore des richesses. Les richesses, elles ne sont pas finies. Parce que le bon Dieu, il nous a dotés de plein de richesses. Et aussi pour une bonne et simple raison, parce que s'ils quittent le pouvoir, ils doivent payer. Ils doivent rendre des comptes. Donc, c'est ça qui leur fait peur. Mais le peuple algérien, il va être patient. Et grâce à la volonté de Dieu et à l'unité du peuple algérien, parce que je parle bien d'unité du peuple algérien, parce que les Algériens, ils sont forts dans l'unité. La division n'apporte rien. Et je sais qu'on va y arriver. Parce qu'on ne peut pas vivre sans espoir. Comme on dit en français, l'espoir fait vivre. Mais nous, malheureusement, quand tu vois des jeunes fuir leur pays, ils ont des diplômes. J'ai entendu, comment dirais-je, sur YouTube, il y avait quelqu'un qui est le représentant d'un grand, comment dirais-je, groupe pharmaceutique. Il est algérien, donc ça fait mal. Pourquoi on ne donne pas de l'importance, on ne donne pas d'argent à ces personnes pour promouvoir un pays d'une grandeur de l'Algérie? Donc moi, je leur dis que le peuple algérien, il est éveillé, et il est mature, et on va y arriver en s'unissant, parce que la division ne va rien nous apporter.
C'est vrai que le peuple est toujours uni. Restez avec nous avant la fin de cette émission. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir cette jeunesse et cette population toujours unie coûte que coûte. Et on est convaincu et on le sait qu'elle ne lâchera jamais rien. Alors de retour avec nous, Asdine Toumi. Asdine. Oui, vous m'entendez, Asdine? Désolé, mon frère Chaban. Oui, très bien. Je vous entends très bien. Très bien, super. On a été coupé. Je sais que vous êtes sur la route et merci pour votre présence. Vous pouvez continuer votre propos sur ce que vivent les Algériens et les Algériennes, notamment au sein de la capitale. Et puis aussi une deuxième question. Le pays, malheureusement, il est en train de vivre une des périodes, encore une fois, les plus difficiles d'un point de vue santé. Le chef de l'État est totalement absent. On laisse encore une fois le culte du secret s'imposer et on laisse totalement les Algériens et les Algériennes de côté. Comment vous voyez-vous les choses dans les semaines à venir? Quel est le rôle aussi un peu de ce pouvoir aujourd'hui réellement? Est-ce qu'il est vraiment présent? Est-ce qu'il a encore un pouvoir réel? Je vais d'abord continuer la réponse pour la première question. Donc je disais, c'est devenu un véritable problème ici à la capitale comme tout ailleurs dans le pays. D'autant plus que le citoyen algérien sait pertinemment qu'on n'a pas un système de santé adéquat et un système de santé qui est capable d'absorber des vagues d'une pandémie de cette ampleur. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de peur chez les citoyens et ça c'est compréhensible. Mais le pouvoir, en plus de cette maladie, est en train de faire tout pour semer un climat de terreur, pour faire peur aux gens, avec des incendies, avec des kidnappings, avec autre chose. Le peuple algérien a vraiment pris conscience du danger de cette maladie et cette prise de conscience a engendré des comportements complètement valables de la part des citoyens. Il y a de la distanciation sociale, les gens font attention, mais de la part de l'État, l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis du peuple. Il doit mettre à disposition du peuple un système de santé qui peut accueillir le citoyen malade. Aujourd'hui, pour enchaîner sur votre question, il n'y a pas un véritable plan de la part de l'État qui nous permet d'avoir une visibilité sur quelle stratégie a ce pouvoir pour affronter cette crise. Parce qu'il y a aujourd'hui la maladie, elle est là, mais il y a aussi l'après. Dans d'autres pays du monde, les autres pays sont en train non seulement de prendre en charge les malades, mais d'avoir une idée, une visibilité, une stratégie, un plan. Comment rebondir après cette crise sanitaire? Parce que après la crise sanitaire, il y aura certainement une crise économique, une crise sociale, sur beaucoup de plans. Est-ce que le pouvoir a un plan? Moi, je ne pense pas. Je pense que le pouvoir a mis toutes ses énergies, s'est concentré sur comment casser le Hirak, comment se dresser contre la volonté du peuple, comment faire du bricolage politique pour faire passer une constitution rejetée, pour imposer un plan qui est rejeté complètement et désavoué par le peuple, et il continue de sa fuite en avant. Et on voit aujourd'hui comment on n'a pas de chiffres, combien de tests est en train de faire l'Algérie aujourd'hui pour le Covid. Donc si on ne fait pas beaucoup de tests, on ne peut pas avoir des chiffres réels sur le nombre de contaminations, combien de lits de réanimation vacants et occupés, combien les structures, etc. On n'a pas tout ça. Aujourd'hui, le pouvoir, il se contente de donner des chiffres à sa guise, et ça, je pense que la crise de confiance entre le peuple et le pouvoir ne cesse le manque de confiance ne cesse d'augmenter, le fossé ne cesse de s'agrandir, et ça, certainement, ça va aboutir à quelque chose. Ça va aboutir peut-être à ce qui est arrivé avec Bouteflika. Certainement, ce peuple ne va pas se contenter de ce bricolage. Il le revendiquera
encore plus de liberté, plus de démocratie, plus de visibilité. On ne peut pas bricoler un pays. Un pays, ça se construit avec des réformes réelles, avec de vrais changements. On a l'impression, dernière question, peut-être dernière réaction avant vous de libérer, on sait combien ce hirak, je le dis toujours avec un sourire, cette révolution a fait bouger les choses. Bien évidemment que c'est très long une révolution, il faut des années et des années, mais le départ de Bouteflika, une réelle pression au sein du pays. On a l'impression, en étant un peu optimiste, tant bien que mal, que tout de même ce régime, je le disais tout à l'heure à Maître Zoubida Assoul, il lui manque il possède de moins en moins de cartes à jouer pour essayer peut-être de manipuler, de créer de la diversion. On sent tout de même que ce pouvoir n'est plus le même que les années précédentes, notamment depuis cette révolution qu'il y a une certaine crainte quand même qui est présente qui règne dans le pays avec cette force de cette révolution. Non, je pense que le pouvoir, il procède toujours de la même manière. Il n'a pas innové, il n'a pas ramené quelque chose de nouveau dans le traitement de la crise. Il a essayé de faire un forcing, d'imposer, de mettre le peuple algérien devant le fait accompli, avec force, avec intimidation, en emprisonnant des gens, etc. Mais c'est le peuple qui a pris une conscience extraordinaire, c'est le peuple qui a adopté une stratégie innovante, nouvelle, par une jeunesse extraordinaire, son caractère pacifique, l'unité nationale, etc., et les revendications qui sont purement politiques. Je pense que le pouvoir a été mis en difficulté, mais aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est en crise. Il n'a pas de plan de sortie de crise. Mais le peuple algérien, combien de crises avait passé le peuple algérien dans les décennies noires, avant même la décennie noire, de la crise économique, il a su surmonter à chaque fois ces difficultés. Je pense qu'avec cette maladie du Covid-19, le peuple algérien va en sortir encore forcé, mais il gardera toujours sa volonté de changer les choses, d'aller vers une nouvelle Algérie. Je pense que je crois qu'on a perdu, mais il était à la fin de son propos. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous, militant politique. Merci infiniment en direct d'Alger. On va terminer avec vous, Ramzan Irmal. Vous êtes toujours en notre compagnie. Peut-être parlons de cette diaspora. Elle est là, cette diaspora. Actuellement, vous êtes à Paris, si je ne me trompe pas, mais vraiment vous voyagez entre Londres, Alger et puis Paris. Elle est toujours présente, cette diaspora, tous les dimanches, place de la République, coûte que coûte. Elle ne lâchera pas aussi. C'est une réelle force. Moi, de mon côté, par rapport à la Chine, je ne crois pas qu'on va lâcher, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est en train de combattre. Donc, comment dirais-je, le combat va être long et périlleux, mais on va y arriver grâce à la volonté de Dieu. Mais ce que je vois en ce moment, c'est que les diasporas, par rapport au Covid-19, ils ont un petit peu baissé les bras parce que le peuple algérien a besoin d'eux. C'est vrai qu'il y a un confinement ici en France, on ne peut pas sortir parce qu'ils interdisent les rassemblements. Mais je leur lance un appel de s'unir et d'essayer d'aider le peuple algérien dans la mesure du possible parce qu'ils ont besoin d'eux, parce que c'est grâce à eux qu'on va y arriver, c'est grâce à eux qu'on va donner un futur aux futures générations. Donc, moi, je lance un appel à ces diasporas qui sont ici en France, en Angleterre ou partout dans le monde, d'essayer de s'unir, de faire des cagnottes, essayer d'envoyer des vivres, essayer d'envoyer des gants parce qu'en Algérie, le système de santé est presque inexistant. Moi, je remercie les médecins et les soignants qui font de leur possible, mais sans moyens, on ne peut rien faire. Et la chose que j'ai constatée, c'est qu'ici, on essaye un petit peu de parler au peuple, on essaie d'écouter le peuple, mais en Algérie, on utilise le Covid pour faire peur au peuple. Donc, c'est à vous de me répondre à cette question. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci infiniment d'avoir été avec nous. En tout cas, on l'a bien compris, coûte que coûte. Il y a une union nationale pour un changement de système, pour le départ vraiment de ce système depuis plusieurs années maintenant. Avant de vous libérer, je vais demander une nouvelle fois à la régie
de me couper l'oreillette. Merci, messieurs. Voilà, juste pour vous dire que les chiffres, effectivement, sont erronés. Par exemple, hier, au CHU de Vgaïet, dans les 24 heures, on comptait pas loin de 20 à 25 décès. C'est pour vous dire que les chiffres annoncés, notamment hier par la présidence, les chiffres officiels d'une quinzaine de décès, on est loin du compte. Merci à mes invités d'avoir été avec moi. Je salue bien évidemment Zoubida Assoul. Mon confrère journaliste Ersan El Khadi, Ramadan Irmal avec nous qu'on vient de libérer, militant des droits de l'homme, coach sportif, et puis Samir Amarouche, fondateur de la radio-télévision Nethieraten, et Asdin Toumi. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau numéro de Microscoop. Merci à toute l'équipe technique de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission. Je vous propose d'ailleurs de se quitter avec ce spot, voilà, un spot de sensibilisation. Il nous reste 2 petites minutes. Voilà, vraiment, protégez-vous, protégez vos proches, les gestes barrières, on se lave régulièrement les mains, on porte vraiment le masque, une écharpe ou un bout de tissu, c'est vraiment très très important pour vous protéger et vos proches. À demain soir, merci pour votre fidélité sur Aouras TV.